Avez-vous déjà fait de l'exploration? Bien sûr, aujourd'hui, il est difficile d'explorer le monde à la manière d'un Magellan ou d'un Marco Polo sans trébucher sur un Club Med. Donc, je parle plutôt d'une exploration récréative, comme du camping sauvage en pleine nature ou la pratique de l'urbex, qui se fait en ce moment de plus en plus populaire. Si oui, et ben tant mieux pour vous, parce que pas moi. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pour en parler intelligemment. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est de jeux vidéo. Et pour cette vidéo, d'une franchise qui se spécialise dans l'expérience de l'exploration. Wake up, Link. Alors, bien sûr, je pourrais directement vous parler des derniers Zelda, les plus impressionnants, les plus majestueux, et avoir suffisamment de matière pour alimenter cette chaîne hebdomadairement pendant 5 ans. Cependant, pour bien mesurer l'exploit que sont ces jeux, j'aimerais qu'on revienne sur leurs origines. The Legend of Zelda. Sorti en 1986, il y a bientôt 35 ans, sur NES. Ce jeu a donné naissance bien sûr à l'une des franchises les plus iconiques du jeu vidéo. Pour donner un petit peu de contexte, le jeu vidéo à l'époque ça va ressembler à ça, ou encore ça. Et les jeux de rôle, le genre auquel appartient Zelda, ça va ressembler à ces choses-là, ou même à ça. On est loin avant même les plus anciens succès actuels tels que Elder Scrolls ou Final Fantasy. Bref, en lançant le jeu, on est accueilli par un écran titre. On peut soit lire la notice, soit lire un texte qui vient brièvement nous expliquer l'histoire du jeu. On appuie sur le bouton Start, on enregistre son nom, et nous voilà. Un jeune garçon, habillé en vert, avec un chapeau pointu et un bouclier. On peut aller à droite, à gauche, en haut ou dans une grotte. Dans la grotte, le joueur tombe sur un vieux monsieur qui lui dit la fameuse phrase It's dangerous to go alone. Take this. et lui confie une épée. A partir de là, Link peut partir sauver la fameuse princesse Zelda. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs choses. Premièrement, l'absence complète de tutoriel. Le joueur doit apprendre lui-même les commandes et se débrouiller seul. Bien sûr, elles sont suffisamment simples et instinctives pour excuser une telle absence. Les flèches directionnelles pour se diriger dans la direction voulue, un coup d'épée dans chaque direction avec le bouton A, et, si on a tous ses cœurs de santé, on débloque une super attaque. Quand plus tard dans le jeu de nouveaux objets sont découverts, utilisables avec le bouton B, tels que l'arc ou la bombe, il est donné au joueur tout le temps nécessaire pour s'y habituer. Alors, avant d'enchaîner sur le deuxième élément, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur une notion. L'alphabétisation vidéoludique. Bon, c'est juste une manière très compliquée et très prétentieuse de dire savoir jouer aux jeux vidéo, mais cette formulation, elle va nous être utile. Donc, de nos jours, l'alphabétisation vidéoludique est pratiquement indispensable pour apprécier l'art que sont les jeux vidéo. Les gens qui n'ont pas appris à y jouer dans leur enfance s'y mettront très rarement une fois adultes sans l'aide active de la part de quelqu'un qui soit lettré vidéoludiquement. De la part d'un joueur. A l'époque de The Legend of Zelda cependant, les jeux vidéo et les designers ne considèrent pas comme acquise cette alphabétisation, étant donné qu'ils travaillent dans un média encore balbutiant. Deux possibilités s'offrent donc à eux. Soit des tutoriels à rallonge dans la notice, soit des contrôles suffisamment simples pour être instinctifs. Bien sûr, à une époque où tout est encore à construire, la deuxième solution est la plus complexe à implémenter, mais également, à mon sens en tout cas, la meilleure, car n'importe quel enfant peut attraper une manette et jouer au jeu. C'est également la solution qu'ont choisi les concepteurs de Zelda. On peut fermer la parenthèse. Maintenant donc, la deuxième chose sur laquelle j'attirerai votre attention, la carte. En haut à gauche de l'écran, une carte s'offre au joueur. Elle se présente en grille de 16 par 8 carrés, et l'un d'entre eux clignote. C'est l'emplacement du personnage. La particularité de cette carte, c'est qu'elle est intégralement camouflée. Il faut aller dans chaque case pour les découvrir. Bien sûr, il s'agit de l'une des nombreuses limitations qu'impose la technologie de l'époque, mais dans l'esprit d'un joueur, dans le mien en tout cas, ça crée une envie. Une envie d'en explorer l'intégralité, d'en découvrir chaque lac, chaque montagne et chaque grotte. Et à propos de ça, voici la troisième et dernière chose sur laquelle j'attirerai votre attention. Le joueur est libre.
Je vous ai parlé de ce qu'il se passait lorsqu'il entrait dans la grotte. Mais rien ne l'oblige à y entrer dès le début. Il peut simplement aller dans l'une des 3 directions qui s'offrent à lui et commencer son exploration. Bien sûr, sans épée, il a intérêt à rapidement faire demi-tour, mais il en aura fait l'expérience lui-même, sans l'aide d'un texte ou d'un mur invisible. Et une fois l'épée obtenue, bien qu'une quête lui ait été confiée, il est bien libre de choisir par où commencer, par quel donjon, par quel objet, par quel lac, ou par quelle montagne. Il est libre d'explorer à sa guise. Bien, maintenant que nous avons parlé du premier Zelda, et que j'ai fait fuir la moitié des viewers, je vous propose que nous parlions de ce qui intéresse tout le monde, le dernier. Oui, alors certes, techniquement oui, mais non, je parle plutôt de celui-là. Voilà, Zelda Breath of the Wild, sorti en 2017 sur Wii U et sur Switch. Dans celui-ci, on incarne un Link un tantinet plus détaillé que sur NES, qui va une fois de plus devoir sauver Zelda des griffes de Ganon. Cette fois-ci cependant, on ne se réveille pas tout équipé au milieu d'une prairie, mais à poil au fond d'un tombeau. On doit en sortir, et c'est parti. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le faire, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir dans quelle direction aller. Et cette phrase définit pas mal le reste du jeu. Selon les informations que l'on peut glaner ci et là, une guerre a été perdue 100 ans auparavant, à laquelle Link a participé. On se réveille à ce moment précis, et il faut aller détruire 3 anciennes créatures, trouver l'ancien village des Sheikah, gagner l'aide des fées, etc. Enfin tout un bordel. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, voici un segment de jeu classique. Alors, je dois aller récupérer des trésors ancestraux dans des tombeaux centenaires et... Oh, un chalet! Un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau, fais-moi voler, poulet! Rendez-moi les maracas de mon copain! Cesse donc de résister, tu m'appartiendras! Vous aurez constaté par vous-même que le jeu ne se repose pas sur ces textes sur ces panneaux pour diriger le joueur, mais simplement sur la soif d'aventure et d'exploration que peut ressentir celui-ci. Maintenant, je vais me permettre de vous raconter un peu ma vie et vous parler de ma cousine. J'ai obtenu le jeu Zelda Breath of the Wild, en même temps qu'une Switch, à un Noël passé en famille, avec entre autres ma jeune cousine, de 7 ans à l'époque. Il est important de noter que l'enfant en question n'avait jamais touché un jeu vidéo de sa vie. Bref, impatient, je lance le jeu, passe le tutoriel, commence à explorer, et le tout sous ses yeux, distrait par une poupée qu'elle coiffait. Arrive un moment où je dois traverser un gouffre, et je dois bien admettre ne pas trop savoir comment. Et ça ne lui échappe pas. J'essaye plusieurs options, de passer au-dessus, de passer en dessous, mais rien n'y fait, je n'y parviens pas, jusqu'à ce qu'elle remarque que je porte une hache, et qu'il y a devant ce gouffre un arbre. Elle me propose alors de couper cet arbre et d'en faire un pont. Intérieurement, je souris parce que, moi, joueur expérimenté que je suis, je doute que la solution soit aussi simple. Mais évidemment, pour lui faire plaisir, j'essaye de frapper l'arbre avec la hache et... Et ben ça marche. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'incroyable instinctivité de ce jeu. Une enfant de 7 ans, qui n'avait jamais touché à une manette de sa vie, pouvait avoir une idée, l'expérimenter, et le jeu la récompenserait pour ça. Le jeu va jusqu'à récompenser la seule curiosité du joueur. Et aucune alphabétisation vidéoludique n'est nécessaire pour apprécier ça. Reprenons maintenant les points du premier Zelda, et comparons-les avec le dernier. Tout d'abord, l'absence de tutoriel. Breath of the Wild, lui, en offre un, très épuré, dans le tombeau du commencement pour nous expliquer les commandes de base. Cet ajout est rendu nécessaire par la complexité accrue des commandes, notamment à cause de la 3D, et des nombreuses possibilités qu'offre le jeu. Ensuite, la carte. La carte de Zelda Breath of the Wild, si elle n'est plus présentée sous forme de grille, est presque intégralement cachée. Il faut la découvrir petit à petit. Avec les technologies actuelles, on sait qu'il s'agit d'un choix de la part des développeurs, et non d'une idée par défaut. L'envie provoquée par ce mystère est exactement la même que dans le premier Zelda. Et enfin, la liberté. Rien n'empêche le joueur de commencer le jeu et d'aller directement au palais d'Hyrule pour vaincre Ganon, le boss final. Ce sera difficile, ce sera incroyablement difficile, mais c'est tout à fait possible. Les objectifs secondaires, ceux qui détournent le joueur de ce chemin pour le moins direct, c'est le joueur qui se les crée lui-même. Et c'est tant mieux, parce que les objectifs secondaires donnés par le jeu, bon, disons qu'ils sont limités dans leurs intérêts. Tu veux que je ramasse combien de sauterelles ? Nous avons donc un jeu de 2017 qui peut se vanter des mêmes qualités et qui est designé de la même manière qu'un jeu de 1986. N'importe quel enfant peut attraper la manette et s'amuser où, quand et comment il le souhaite.
Cette qualité, avant toutes les autres, en fait à mon sens l'expérience d'exploration ultime. Je vais conclure cette vidéo en vous racontant une petite histoire qui nous provient du Japon. C'est l'histoire d'un enfant appelé Shigeru. Cet enfant, ayant passé son enfance à la campagne, adorait l'explorer de fond en comble. Un jour, lors de l'une de ses nombreuses pérégrinations, le petit Shigeru tomba sur une grotte. D'abord terrifié, puis fasciné, Shigeru s'arma d'une lanterne et s'y aventura. Il n'y trouva bien sûr rien d'intéressant, il s'agissait d'un gros trou essentiellement, mais la simple fascination de l'exploration fut suffisante pour faire de cette histoire l'une des anecdotes les plus mémorables de son enfance. Vous l'aurez peut-être compris, le nom de famille du jeune Shigeru est Miyamoto, et en grandissant, il développera les très fameux Super Mario Bros, Donkey Kong et, bien sûr, The Legend of Zelda. L'inspiration de l'un des jeux les plus influents de l'histoire du média est donc très simple. Un homme a voulu transmettre à d'autres enfants l'une des meilleures expériences de sa vie. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, enfin, vous savez quoi faire. Je stream toujours tous les lundis, mercredis et vendredis soirs à partir de 18h sur la chaîne www.twitch.tv/altarionlive. Et je vais vous laisser avec une petite citation de Karim Debache qui provient de l'épisode 1 de son émission Chroma. Salut! Claudio Fragasso, le réalisateur de Troll 2, a ressenti quelque chose sur le monde qui l'entoure et a essayé de le retranscrire le plus fidèlement possible sous la forme d'un long métrage. Et ça, et simplement ça, mérite de faire l'effort de prendre le film au sérieux.